vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il présentera ses vœux dans une semaine tout pile, ça sera au Centre Athanor. On donne d'ores et déjà le rendez-vous, ça sera en fin de journée évidemment. Le maire de Montluçon, le président de Montluçon Communauté, Frédéric Laporte, est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux à toutes et à tous pour une belle année 2024 j'espère. Heureuse, d'amitié, d'amour en famille et puis aussi de prospérité. Et je souhaite aussi de la prospérité à notre belle ville. Bien sûr, et on va l'évoquer dans les 10 minutes qui viennent, bien évidemment. Alors cette année, elle débute comme chaque année par le dévoilement des chiffres de l'INSEE. Évidemment, c'est un rituel traditionnel qui confirme finalement ce que l'on sait depuis de nombreuses années, la baisse continue de la population montluçonnaise. 33 342 habitants, c'est la population légale 2024. Population municipale, c'est 4 800 de moins qu'il y a 10 ans en gros. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement ces chiffres de cette décroissance progressive qu'il est difficile d'enrayer finalement? Oui, il est difficile d'enrayer parce qu'il n'y a pas une raison, contrairement à ce que certains indiquent. Il y en a un certain nombre. Et je vais les évoquer. Il y en a trois en fait essentiellement. La première, évidemment, il y a globalement des gens qui quittent le bassin. Quand on regarde l'évolution de la population, et vous trouverez les statistiques sur le site de l'INSEE, sur la ville de Montluçon, entre 2009 et 2020, il y a 5000 personnes qui sont parties, et sur le bassin montluçonnais, 80 000 habitants, il y a 5000 personnes qui sont parties aussi. C'est pas les 5000 montluçonnais, hein. Parce que, parallèlement à ça, on a un certain nombre de gens qui vont vivre dans les communes autour. Vous voyez aujourd'hui le compte rendu dans un journal local des vœux de monsieur Bernard Pozzoli, qui annonce d'ores et déjà qu'il y a une nouvelle population qui arrive après Milla. Et elle vient pas de l'extérieur, cette nouvelle population. Bien entendu, elle vient très majoritairement de Montluçon. La deuxième raison, elle est simple, c'est effectivement que la population vieillit, donc il y a une baisse de la natalité, et il y a une baisse de la natalité au niveau national, donc forcément Montluçon en supporte les conséquences. Pour vous donner un chiffre, en 2022, il y avait 936 naissances à la maternité, et l'année 2023, il devait y avoir 901. Mais la baisse de la natalité sur l'année 2023 en France, elle a baissé de plus de 6% et demi. Voilà, donc c'est un mouvement national. Et puis enfin, on l'évoquait dès le départ, il y a réellement des gens qui ont quitté le bassin montluçonnais. Et pourquoi les gens vont vivre un petit peu plus à l'extérieur de la ville de Montluçon? Parce que quand on regarde les statistiques sur les mêmes études de l'INSEE, on se rend compte qu'on a surtout perdu des ouvriers et des agriculteurs, et que les professions supérieures, intermédiaires et les employés sont à peu près stables. Ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des gens en moyenne a augmenté et qu'ils vont plutôt vivre dans des maisons plutôt que dans des barres d'immeubles. Voilà. Et c'est aussi pour ça, parce qu'on va les évoquer, qu'on détruit des barres d'immeubles qui ne correspondent pas ou plus à la volonté d'habitat de la population. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des maisons quand on vit dans le bassin montluçonnais. Je suis moi-même propriétaire d'une maison à l'extérieur de la ville. C'est un choix de vie parce que effectivement, on apprécie plus la verdure. Mais moi, je ne travaille pas que pour la ville, je travaille pour le bassin. Notre volonté, c'est de développer le bassin. La ville en tant que telle, c'est un élément administratif, sans plus. Mais un bassin qui quand même souffre plus que le bassin vichysois qui est lui en augmentation de population, le bassin moulinois avec une baisse un peu moins importante. Comment redonner de l'attractivité? C'est toute la question, bien évidemment. Et le bassin vichysois, c'est tout à fait à part parce qu'il bénéficie de la seule croissance positive de toute l'arc centre-est de la France. Tous les départements perdent des habitants, sauf le Puy-de-Dôme. Bien sûr, avec Clermont. Et Vichy en bénéficie. Voilà. Mais parce qu'aussi, Vichy a une politique attractive. Il n'y a pas que cet aspect-là. Nous, on souhaite développer notre politique sur 3 axes. L'économie, l'emploi, je vais dire le cadre de vie, et puis tout ce qui va être culture, patrimoine et tourisme. Voilà. Alors en matière d'emploi, on se bat pour avoir de nouvelles entreprises. Alors vous allez me parler probablement du lithium, c'est un exemple, évidemment. C'est un exemple majeur, parce que c'est une entreprise, une activité du futur, et ça changerait complètement le prisme de la ville de Montluçon et l'image qu'elle pourrait dégager, parce que ça serait une image beaucoup plus moderne, beaucoup plus positive, non plus de l'industrie du passé, mais de l'industrie de l'avenir. Et puis, en plus de ça, ça pourrait répondre et régler un certain nombre d'autres problèmes. Je parle par exemple du train. Parce que la voie entre Montluçon et Gannat devrait être complètement régénérée. Celle entre Montluçon et Paris
est en cours de régénération. Et après, on va pouvoir aller se battre encore plus ardemment pour aller demander des trains directs. Parce qu'on avait des trains directs, notamment pour Paris, et il est absolument indispensable que ces trains reviennent. Voilà, donc comment dirais-je, si on avait la chance ou le bonheur, mais c'est pas une chance parce qu'on se bat depuis plus de 2 ans avec des réunions hebdomadaires avec l'entreprise, on fait des dizaines et des dizaines d'études, on a investi beaucoup d'argent pour démontrer que le site de Montluçon c'était le plus pertinent pour accueillir l'usine de transformation. Je pense qu'on aura une réponse, j'espère positive dans les prochains jours ou semaines, et c'est vrai que ça serait une très très bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le recyclage. On a des entreprises de pointe dans ce domaine d'activité. On a Montluçon Communauté acheté un bâtiment qu'on a mis en location pour une entreprise qui fait de la maintenance informatique pour des gens qui sont éloignés de l'emploi ou en situation de handicap, avec une capacité de 300 personnes à 2 ou 3 ans maintenant. Donc on travaille de façon très importante sur l'économie et l'emploi. On a créé un site pour recenser l'ensemble des demandeurs d'emploi, pas des demandeurs, excusez-moi, des offres d'emploi du bassin. Et sur l'année 2023, on a oscillé entre 1100 et 1300 offres qui étaient disponibles. Après, le cadre de vie. Justement, c'est ça le cadre de vie et la volonté de redonner également de la valeur au patrimoine. Finalement, c'est un petit peu tout le sens de tous les travaux qui sont engagés sur le vieux château, sur l'hôtel de ville, alors même si c'est des coûts qui font parler parfois. Oui, alors pour moi, ça c'est plutôt le problématique du patrimoine. Le cadre de vie, j'y inclurais plutôt la déconstruction des barres d'immeubles, l'aménagement des berges, l'aménagement de la cité médiévale, des places de Mogenay, de la poterie dont on a la volonté de faire des travaux à moyen terme. C'est plutôt ça pour redonner, j'allais dire, une activité, un dynamisme en centre-ville. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le dynamisme centre-ville, l'arrivée de magasins comme la Fnac ou la consolidation du Monoprix est quand même extrêmement importante. Ça prouve aussi qu'il y a des gens qui ont confiance dans notre bassin et dans notre politique et qu'ils investissent sur notre territoire. Il y a d'autres projets de restaurateurs également. Voilà, il y a des restaurateurs qui sont installés dans des nouveaux restaurants. Et on sent bien qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui veulent investir, mais pas investir, j'allais dire, tous les entrepreneurs, quel que soit l'investissement, c'est intéressant. Mais là, on parle de millions d'euros à investir sur l'entreprise, sur le territoire. Ce que vous me parlez du patrimoine, là, c'est vraiment pour donner aussi une image, j'allais dire, d'une ville qui se dote d'un patrimoine touristique et attractif. Le château, on va en faire un musée sur l'histoire du bassin montluçonnais et de la ville de Montluçon. Il y aura 7 étapes dans ce musée. J'aurai l'occasion de les décrire un peu plus la semaine prochaine au Vœu. Et puis il y aura des salles d'exposition temporaires pour faire vivre le château des Ducs de Bourbon, qui est l'emblème, et ça c'est les Montluçonnais qui l'ont dit dans une étude, qui est l'emblème de la ville. Concernant l'hôtel de ville, il n'y a pas de polémique sur le prix, il y a eu une augmentation de prix, une seule, d'accord, pour des mesures de sécurité. Les chiffres qui ont été comparés par certains élus ou certains commentateurs, ils ne commandent pas les mêmes chiffres. Un coup c'est le hors-taxe, un coup c'est le TTC, un coup c'est avec les honoraires de suivi de chantier et un coup c'est avec le mobilier. Alors forcément, sinon, il n'y a pas eu d'augmentation. Comme c'est financé par des subventions en hauteur de 60%, le reste à charge minimum, le reste à charge pour les Montluçonnais sera ridicule au vu de ce que représente l'hôtel de ville. On a levé le choix, effectivement, de la laisser s'effondrer. Ça fait plus de 100 ans, 110 ans précisément, qu'il n'y a eu aucun travaux sur l'infrastructure, ou sur la structure plutôt. C'est une structure métallique qui a une magnifique verrière. Vous verrez quand elle sera inaugurée que la vie des Montluçonnais va changer. D'ailleurs, on a organisé des visites de chantier ou pré-chantier. Il y a plus de 200 personnes qui y sont allées. Tout le monde est enthousiaste. Parce que personne ne connaît en réalité. C'est ça le fondement. Alors critiquer ce qu'on ne connaît pas, c'est quand même un petit peu fort de café. Si j'en reviens à l'usine de conversion de lithium, qui, on l'a bien compris, évidemment l'un des pivots, évidemment, de l'avenir de Montluçon, si tout cela se concrétise. Vous aviez une réunion en préfecture, il me semble, cette semaine. Il y a des nouveautés ou vous continuez finalement c'est des réunions de travail habituelles? Il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, j'ai signé une clause de confidentialité. Et mon optimisme reste intact, mais je respecte la clause de confidentialité. Madame
Madame le préfet, dans ses vœux, a annoncé que l'Allier allait connaître une période de réindustrialisation comme à la fin du 19e. Ça veut dire que tout le monde se bat dans le même sens. Et c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que Madame le préfet se bat très, très activement sur ce sujet. Un mot de la santé, évidemment, l'accès à la santé, à l'hôpital également. Est-ce qu'on a un bilan plutôt positif là de la reprise en main par le CHU de Clermont? On a un peu de recul maintenant parce que c'est évidemment une question majeure pour les habitants du territoire. Alors on a clairement un bilan positif de la reprise en main, mais c'est le positif par le négatif. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette reprise en main, la chute aurait été vertigineuse. La pédiatrie, par exemple, qui était un problème majeur, que nous avions pris à bras-le-corps en allant rencontrer le ministre de l'époque, parce que les ministres de la Santé changent quand même très régulièrement, et a été repris en main. Je ne vais pas dire que le service est sauvé, parce que ce serait un peu, j'allais dire, un peu trop aventureux. Mais en tout état de cause, il est en cours de reconstruction. Les consultations ont repris, et ça, c'est vraiment important. L'oncologie, service oncologie avait eu des difficultés. A priori, aujourd'hui, l'affaire est réglée. Le service est sauvé. Et il y a les urgences. Il y a plus de médecins qu'il y en avait il y a un an. Donc, la situation s'améliore. Mais on est loin d'une situation idyllique, très très loin d'une situation idyllique. On attend la nomination de nouveaux médecins qui ont passé, des médecins étrangers, qui ont passé les examens pour être reconnus en France. Mais les nominations n'arrivent pas très facilement. Donc c'est un travail de tous les jours et je salue le directeur et toute l'équipe du CHU qui nous aide vraiment au quotidien et de façon plus qu'active. Il suffit de regarder les yeux du directeur pour se rendre compte qu'il est quand même très fatigué par le travail. Il se donne aussi lui à fond. Il nous reste 2 minutes pour évoquer 2 questions. Ça va être très compliqué en timing. Un mot sur les travaux du pont du Châtelet que vous aviez annoncé également qu'il va y avoir des travaux de consolidation qui vont être menés dans Alors le pont du Châtelet, le carrefour du Châtelet nécessite un travail de fond, d'abord parce que le pont lui-même est en un état difficile et risque pas de s'effondrer, rassurez-vous, mais en tout cas d'avoir des dégâts majeurs qui risqueraient après de le mettre en danger. Donc il faut qu'on le consolide. Et puis il y a le carrefour qui est dans un état lamentable. Donc on va déjà commencer par faire des travaux de consolidation du pont du Châtelet, mais qui eux ne perturberont pas trop la circulation. Il est malade un petit peu le pont du Châtelet. Et il est malade, oui, beaucoup plus que ne l'était le pont Saint-Pierre. En tout cas de ce qu'on connaissait préalablement. Et donc, et dans un deuxième pont, mais plutôt dans 2 ans environ, là on fera un travail de fond sur l'ensemble du carrefour, sachant qu'à la différence du pont Saint-Pierre qu'on ne pourra pas fermer à la circulation, le pont du Châtelet, il faudra faire une circulation internet, donc ça veut dire que les complications de circulation seront beaucoup plus longues que sur le pont Saint-Pierre, avec moins de facilité, parce que le pont Saint-Pierre, il y avait le pont Saint-Jacques pour dérouter la circulation. Et puis un mot pour terminer du chapitre judiciaire. Nos confrères de la Montagne annonçaient que le 13 mars, vous seriez convoqué en correctionnel à Moulins dans l'affaire qui vous oppose entre guillemets à l'ancien candidat Joseph Roudillon. Qu'est-ce que vous avez à en dire aujourd'hui? Je n'ai toujours pas de convocation. C'est une surprise. On fera surprise. Disons que c'est une incompréhension plutôt qu'une surprise. Et puis, effectivement, l'affaire qui m'oppose, c'est plutôt Monsieur Roudillon qui s'oppose à moi. Comme je l'ai dit déjà, j'ai l'impression qu'on joue le 4e tour de l'élection municipale après le premier tour de l'élection interne, les 2 tours d'élection en mars et juin 2020. On voudrait faire un 4e tour devant le tribunal correctionnel, sachant que le fond de l'affaire, c'est l'appartenance ou pas de ce candidat à une mouvance clairement anti-républicaine. Merci Frédéric Laporte d'avoir été avec nous. Vous présenterez vos vœux à la population, c'est ouvert à tous, évidemment. Jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine, oui, pas le dimanche. Exactement. Ça sera à 19h à Tanor. 19h à Tanor. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. 7h57. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.